Bonjour à tous, je vous retrouve cette fois non plus devant mais uniquement derrière la caméra. Aujourd'hui, je vais vous proposer mes astuces pour développer votre capacité à être plus objectif et à vous reconnecter à vos raisons. Ce sont des astuces que j'ai découvertes au fil du temps et qui m'aident au quotidien. Certaines peuvent avoir l'air très basiques, très simples, mais peuvent en fait s'avérer incroyablement utiles si on se pousse vraiment à les appliquer et à s'entraîner. Il n'est pas rare que les INFP ou les ISFP aient en eux des sentiments un peu ambivalents sur leur intelligence. D'un côté, ils ont l'impression d'avoir des réflexions très intéressantes, pertinentes, beaucoup de profondeur dans leurs pensées, mais de l'autre, ils peuvent se sentir très bêtes aussi. Évidemment, ils ne sont pas bêtes, mais tous les profils n'adoptent pas le même mode de réflexion et ne concentrent pas leur attention sur les mêmes choses. Nous, les INFP et les ISFP, on a tendance à penser beaucoup, à décortiquer beaucoup de choses, à analyser beaucoup, mais on ne prend pas toujours le temps de développer une analyse structurée, dépourvue d'émotions, une pensée en étapes et à visée argumentative. C'est donc ça que je vous propose d'apprendre à faire aujourd'hui ici. Comme d'habitude, je vous mets le plan de la vidéo en description. Parmi toutes les explications que j'ai vues sur la distinction entre la pensée et le sentiment, il y en a une qui a particulièrement retenu mon attention. Le sentiment serait en priorité centré sur les valeurs, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce que les gens aiment ou n'aiment pas, qu'est-ce que j'aime ou qu'est-ce que j'aime pas. Alors que la pensée serait davantage tournée vers les raisons, le pourquoi des choses, la vérité, qu'est-ce qui marche pas. Donc un INFP ou un ISFP aura un déséquilibre entre le temps qu'il passe à explorer la sphère émotionnelle et le temps passé à travailler sa réflexion structurée, logique et organisée en étapes. Par exemple, certains penseurs n'aimeront pas un film s'il n'y a pas de raison de l'aimer. Leurs émotions suivront leurs raisons en quelque sorte. De mon côté, j'ai pas besoin d'avoir de raison d'aimer un film pour l'aimer. Je l'aime et ensuite, dans un second temps seulement, je me demande pourquoi. Bon, c'est une vision assez schématique, bien sûr, on a tous des raisons et des émotions, qu'on soit thinking ou feeling, mais chez les INFP et les ISFP, il peut vraiment exister un déséquilibre entre la conscience qu'ils ont de leur ressenti, qui est très présente, et la conscience qu'ils ont de leur raison, qui, elle, est très peu présente. Il y a une question fatidique à laquelle les INFP et les ISFP peuvent avoir beaucoup de mal à répondre. Pourquoi t'aimes ça ou pourquoi tu fais ça ? On n'aime pas toujours bien s'expliquer sur des choses émotionnelles qui devraient rester dans le domaine du ressenti. Mais le fait qu'on n'aime pas s'expliquer là-dessus, ça peut poser différents problèmes. D'abord, vous ne développez pas vos capacités à argumenter. Vous avez plus de mal à partager vos émotions car elles ne sont pas formulées et rattachées à des raisons concrètes. Vous avez plus de mal à communiquer avec les autres quand il s'agit de partager vos goûts, puisque vous n'arrivez pas forcément à trouver les arguments pour expliquer pourquoi vous aimez ceci ou cela, ou juste à formuler vos émotions. On vous prend donc moins au sérieux et vos goûts paraissent moins légitimes parce que non argumentés. Si on vous dit par exemple pourquoi t'aimes ça, c'est cucu, et que vous répondez juste je sais pas, j'aime, c'est tout, vous serez moins pris au sérieux que si vous arrivez à donner de véritables raisons. J'aime ça parce que ça me procure telle émotion, parce que je recherche ça dans un film, parce que mes critères sont différents des tiens, etc., etc. Vous serez plus pris au sérieux parce que d'une part, ça vous donne un côté plus réfléchi, d'autre part, ça vous fait basculer dans le monde de la pensée, un langage que l'autre comprendra si lui-même s'appuyait sur des arguments pour décrédibiliser votre goût. Du coup, la première étape pour développer votre capacité à argumenter rationnellement et objectivement, c'est de vous connecter à vos raisons. Et je l'ai déjà dit, mais je le dirai souvent, pour moi, derrière toute raison, il y a des émotions, et derrière toute émotion, il y a des raisons. Donc, posez-vous régulièrement et réfléchissez au pourquoi de vos goûts, de votre personnalité. On l'oublie souvent ce pourquoi, on préfère être dans le ressenti, dans l'observation, plutôt que dans l'analyse objective de ce qui l'a provoqué. Donc, réfléchissez par exemple, pourquoi j'aime ce film et pas celui-ci ? Pourquoi j'ai aimé ce livre même si personne ne l'aime ? Pourquoi j'aime ou je n'aime pas cuisiner ? Ou pourquoi j'aime ce livre même si objectivement je trouve que effectivement il n'est pas terrible ? Ça peut arriver. Pourquoi j'ai telle passion, qu'est-ce qui me plaît dans cette passion, pourquoi j'aime tel personnage de film, ou pourquoi j'ai tel avis sur telle personne de mon entourage. Donc, retrouver vos raisons, ça aura plusieurs intérêts. D'abord, vous pourrez communiquer plus facilement avec les autres, vous aurez plus de recul sur votre personnalité et vos goûts, parce que vous aurez exploré leurs fondements. Vous vous sentirez aussi moins menacé. Je trouve que quand on n'arrive pas à expliquer pourquoi on aime quelque chose, si quelqu'un critique ce qu'on aime, on va se sentir beaucoup plus vulnérable, presque honteux. On remet presque en question ce qu'on adore en se disant effectivement peut-être que je suis nulle d'aimer ça ou peut-être que ce que j'aime est nul. Mais ayez confiance en ce que vous aimez. Votre sentiment introverti, il est puissant, faites-lui confiance.
Développer la pensée extravertie le rendra beaucoup plus solide aux yeux des autres, mais aussi pour vous-même. Réfléchir aux raisons, c'est comme renforcer les fondations d'une construction. D'une part, on protège et on assume nos goûts. D'autre part, on les partage plus facilement. J'ai eu l'idée de quelques astuces à vous donner pour vous apprendre à retrouver le pourquoi de vos goûts. Imaginons par exemple que vous cherchiez à savoir pourquoi vous avez aimé un film. Vous pouvez d'abord vous reconnecter à vos valeurs en vous demandant si certaines scènes ou si le film en lui-même correspond à ces valeurs. Vous pouvez faire le lien avec d'autres choses que vous aimez. J'aime ce film parce que, de manière plus générale, j'aime ce type d'histoire ou ce type de réalisation ou ce type d'acteur. Vous pouvez analyser l'émotion que vous ressentez et vous interroger sur les faits qui vous ont conduit à ressentir ces émotions. Ah oui, je ressens ça parce que c'est l'enchaînement de cet instant tragique associé à cette joie nostalgique qui a déclenché telle émotion. Vous pouvez aussi vous interroger sur les critères qui, selon les gens, font un bon film ou un mauvais film. Et vous voyez si vous êtes d'accord avec ça et si ça s'applique à un film que vous avez adoré. N'hésitez pas à multiplier les filtres d'analyse. Pour retrouver pourquoi j'ai adoré tel film, je peux regarder à la fois les acteurs, les images, les couleurs, l'histoire, la manière dont ça se déroule, l'émotion créée. Et ensuite, vous pouvez aussi lire des critiques du film et de vous demander si vous êtes d'accord avec chaque argument. Pour comprendre l'origine d'une passion, c'est un peu le même processus que vous pouvez appliquer. Vous pouvez vous demander quelle émotion ça vous procure, quelle place ça occupe dans votre vie, dans votre quotidien, qu'est-ce que ça vous apporte, qu'est-ce que ça apporterait aux autres. Dans tous les cas, n'oubliez pas que tout le monde n'est pas forcément câblé de la même façon. Si on vous demande pourquoi, il ne faut pas forcément vous sentir agressé. Certains fonctionnent sur le mode des raisons, justement, et ils peuvent oublier de se demander ce que leurs émotions ou celles des autres veulent. Donnez-leur des raisons ou expliquez-leur que pour vous, certains domaines se passent de raisons. Ils seront beaucoup plus compréhensifs parce que si vous ne répondez pas à leurs questions initiales, au moins vous apportez quand même des explications logiques dans un langage qu'ils connaissent. Eux-mêmes peuvent oublier que tout le monde ne fonctionne pas comme eux. Vous leur permettrez donc de mieux comprendre comment vous fonctionnez et pourquoi, contrairement à eux, vous ne souhaitez pas apporter d'arguments à toutes les émotions. Je trouve que l'exercice par excellence pour retrouver ces raisons dans le cadre de la pensée extravertie, c'est l'entretien d'embauche ou l'oral de motivation. Je peux vous dire que la préparation de mes premiers oraux m'a donné énormément de fil à retordre, mais vraiment, je me sentais vraiment complètement démunie quand j'y pensais. J'arrêtais pas de me dire, mais je sais pas pourquoi je veux faire ça, je sais que je veux le faire, c'est tout, pourquoi il y aurait besoin de donner des raisons, je le sais, croyez-moi quoi. Évidemment, ce genre d'argument marche pas. J'avais envie de dire, je sais que j'ai telle qualité et défaut, vraiment, est-ce qu'il faut que je trouve des exemples pour chaque chose que je dis? Eh ben oui. Vraiment, j'ai passé des heures et des heures à réfléchir à des tonnes d'anecdotes, à ce que ça m'avait apporté, aux raisons derrière mes goûts. Et ensuite, j'ai passé encore plus de temps à essayer de structurer toutes ces idées que j'avais réussi à conscientiser. Pour un sentiment introverti, c'est un exercice qui est vraiment très difficile, ça demande beaucoup d'énergie finalement, de déconstruire toute sa personnalité, tous ses goûts, et de tout expliquer dans un discours structuré. Mais finalement, ça finit par venir, et notre discours devient alors beaucoup plus solide, car on associe nos émotions et notre enthousiasme naturel à un discours construit et rationnel. Donc vous pouvez vous entraîner à réfléchir sur vous-même comme si vous prépariez un entretien d'embauche. Ça vous aidera ensuite à mieux vous affirmer dans la vie. Vous saurez le pourquoi du comment et vous serez donc plus parasité à la moindre remise en question venant des autres. Vous communiquerez donc mieux qui vous êtes et ce que vous aimez. Il y a beaucoup de situations, je trouve, où des profils de feeling pourront tout simplement oublier de penser et basculer dans une réaction émotionnelle assez instinctive, je trouve, ce qui pourra soit leur donner des réactions assez absurdes et illogiques, soit leur faire faire des choses qu'ils regretteront, comme insulter tout le monde ou s'excuser, casser des objets, etc. Ou bien tout simplement leur provoquer un manque de confiance en eux sans qu'ils ne se rendent compte que cette réaction d'auto-rabaissement est une sorte de réaction automatique inconsciente liée au fait qu'ils n'auront pas pensé à penser. L'astuce sera donc d'insérer entre l'étape remarque de l'autre et l'étape réaction émotionnelle, une étape pensée au milieu des deux. Je vais vous donner quelques exemples pratiques pour vous illustrer tout ça. Le premier exemple est issu de ma vie personnelle. Ça m'est déjà arrivé, peu de fois certes, mais c'est déjà arrivé, qu'on me dise « tu poses des questions gênantes ». Ma première réaction émotionnelle a été de me dire « ah ouais mince, j'ai abusé, j'étais intrusive là, pourquoi j'ai fait ça? Ouh là là, je me sens mal ». Mais est-ce que j'avais vraiment fait une erreur finalement? Et j'ai ajouté l'étape pensée au milieu, ce qui donnait étape 1, remarque, tu poses des questions gênantes. Étape 2,
la pensée que j'ai en vrai ou dans ma tête. Attends. J'admets que ma question serait gênante pour la plupart des gens, mais tu as toi-même mis sur le tapis des sujets statistiquement considérés comme plus personnels que la question que je viens de poser là. Et je pouvais donc pas anticiper que la question que j'ai posée pouvait poser problème. Mais je prends malgré tout note que ce sujet est personnel pour toi et je ferai plus attention à l'avenir. Étape numéro 3. Il n'y a pas de raison de m'auto-lyncher, je reste sur la raison et je prends note de ces modifications à effectuer pour la prochaine fois. Dans cet exemple-là, j'ai pu me défendre à mes yeux ou aux yeux de l'autre. Mais si je n'avais pas pensé à activer mon mode pensée, je serais restée dans l'impression immédiate et automatique en me disant « Ah oui, effectivement, c'était une question gênante, pourquoi j'ai dit ça ?» Parce qu'on oublie pourquoi on a dit ça, pourquoi on a fait ça, sans même prendre en compte le contexte autour. Le deuxième exemple qui m'est venu, c'est une remarque que j'ai souvent entendue à mon égard, mais que beaucoup d'autres personnes ont entendue finalement, c'est « Oula, tu intellectualises trop, tu te poses trop de questions ». Les gens qui me connaissent bien savent qu'il faut surtout, sous aucun prétexte, me sortir une phrase pareille. Quand on nous dit une phrase comme ça, on pourrait automatiquement se dire « Ah ouais, c'est vrai que je réfléchis trop, puisque je suis la seule à le faire à ce point, c'est peut-être pas bien, je suis nulle. » Voilà, ça finit toujours à cette conclusion de toute façon. Et là, vous allez culpabiliser et peut-être essayer de moins penser, sans même vous être demandé si vous étiez d'accord avec cette remarque en fait. C'est ça la clé en fait. Avant d'avoir une réaction instinctive, demandez-vous tout simplement est-ce que je suis d'accord avec cette remarque. Dans le cas de la remarque vous intellectualisez trop, il y a plusieurs réactions possibles à avoir. La première, c'est poser des questions à l'autre ou les poser dans votre tête. Quel est le problème de trop intellectualiser? Pourquoi ne doit-on pas se poser de questions? Est-ce que vraiment ça a les conséquences négatives qu'on pense que ça a? Est-ce qu'on peut prouver que la pensée est la cause des problèmes évoqués? Enfin bref, tout un tas de questions comme ça. Bon, c'est pas toujours judicieux de poser ces questions à l'autre. Voyez selon le contexte. Les gens sont pas forcément réceptifs à ce genre de conversation. Ils veulent pas aller plus loin dans le sujet. Si vous posez beaucoup de questions, ça pourra juste les conforter dans leur vision et dans leur conviction que vous pensez trop en fait. Donc vous intellectualisez trop. Donc si vous ne posez pas ces questions à voix haute, gardez ces réflexions pour vous-même. Si l'autre ne veut pas l'entendre, ça vous aidera quand même à déconstruire ce qui est dit. La deuxième manière de réagir, c'est tout simplement de rien répondre de particulier, vous passez à autre chose. Si vous ne vous sentez pas d'argumenter ou de réfléchir maintenant, mais dans ce cas-là, ne soyez pas immédiatement d'accord avec ce qui s'est dit et ne vous auto-lynchez pas directement. Dites-vous plutôt, je réfléchirai à cette question plus tard. Et plus tard, vous repensez à la remarque en question. Une fois que vous aurez réfléchi à cette remarque-là, il y a deux options tout à fait rationnelles qui s'offrent à vous. La première option, c'est de vous dire « je suis d'accord avec l'affirmation » et dans ce cas-là, je vais apprendre à essayer de moins décortiquer les choses et à pas faire autant d'activités qui sollicitent l'intellect. Dans ce cas-là, au lieu de vous auto-lyncher, vous avez une action à mettre en place, vous pouvez modifier vos actions. Il n'y a pas de raison de vous auto-lyncher en associant cette remarque à qui vous êtes et à votre identité profonde. La deuxième option, c'est de vous dire « je ne suis pas d'accord, moi je pense que l'intellectualisation c'est utile pour telle et telle raison, donc je ne vais pas essayer de modifier ce fonctionnement naturel. Et puisque je ne suis pas d'accord avec l'autre, je vais arrêter de m'auto-lyncher par réaction émotionnelle automatique et instinctive. À la place, je vais tout simplement réfléchir à la manière de traduire cette intellectualisation. Donc soit j'aurai quelque chose à répondre si on me fait une remarque, mais attention à ne pas devenir agressif, soit je vais tout simplement limiter cette intellectualisation auprès des gens qui ne seront pas réceptifs. Autrement dit, je vais apprendre à mieux adapter mon comportement à la personne en face sur un sujet spécifique. Donc dans les deux cas, que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec cette remarque-là, tu intellectualises trop, dans les deux cas, je suis gagnant. J'ai appris que mon fonctionnement naturel m'était nocif ou au contraire, j'ai appris à dire qu'il ne l'était pas en me basant sur de vrais arguments. Et en prime, j'apprends à mieux m'adapter socialement pour éviter que ce genre de critique ne se manifeste à nouveau. En fait, j'ai l'impression que nous, les INFP et les ISFP, on peut vraiment avoir une sorte de réaction émotionnelle purement instinctive pour s'adapter aux autres et arrondir les angles. Sauf que comme c'est inconscient, ça pose problème. Nos émotions se mettront immédiatement en mode « je suis d'accord avec toi », par stress en fait, souvent, et on oublie de faire passer les affirmations de l'autre à travers notre filtre d'analyse, notre raison. Donc maintenant, à la moindre remarque qu'on vous fera ou que vous vous ferez à vous-même, parce que ça marche aussi pour les remarques que vous vous adressez à vous-même, n'oubliez pas de passer les affirmations à la moulinette de votre pensée avant de laisser toute remarque créer une émotion chez vous. Vous prenez l'affirmation, vous vous demandez si vous êtes d'accord, et si vous êtes d'accord, sachez pourquoi et tentez de vous améliorer sans jugement.
Si vous n'êtes pas d'accord, ça vous permettra de ne plus vous torturer avec ça. Je vous ai donné 2 exemples de réactions émotionnelles instinctives et comment réinjecter de la pensée dans tout ça. Il existe un dernier cas auquel j'ai été confrontée et qui m'a demandé aussi beaucoup de réflexion et de conscientisation pour me rendre compte des problèmes qu'il posait et la manière dont je pouvais le résoudre. Ce sont toutes ces questions auxquelles vous ne voulez pas répondre, mais vous y répondez quand même de façon maladroite sans vous rappeler que vous avez le droit de ne pas répondre à ces questions. Par exemple, si on vous demande « Qu'est-ce que tu penses de moi ?» Qu'est-ce que tu ressens actuellement? Ou si on vous pose des questions qui sont trop privées pour vous. Avant, quand on me posait des questions, je n'osais pas répondre parce que j'avais pas d'argument pour justifier le fait que je voulais pas répondre, donc je répondais à tout. Et parfois, je savais pas trop quoi répondre, comment formuler les choses, et c'était très maladroit. Surtout quand on me posait la question qu'est-ce que tu ressens actuellement? Oh là là, ça c'était galère. Déjà, trouver des mots, c'était difficile pour moi. Ensuite, j'aime pas vraiment mettre des mots sur ce que je ressens au moment où je vis les choses. Et ça se complique encore plus si je peux pas dire la vérité. Si une personne me demande ce que je pense d'elle et que j'apprécie pas trop, je vais pas lui dire. Du coup, maintenant, au lieu d'être dans la réaction instinctive et d'être très mal à l'aise, je prends conscience des questions auxquelles je veux pas répondre et je trouve des explications. Je pose ma pensée. Désolée, non, je suis pas en mesure de répondre à cette question pour telle et telle raison. Et je l'explique à l'autre. Par exemple, désolée, je parle pas de tous mes ressentis au moment où je les vis parce que ce serait les déformer ou parce que j'y repense qu'après. Désolée, je donne pas mon avis sur les gens comme ça demande plus de réflexion. De cette partie, on peut donc retenir 2 notions clés. Règle numéro 1, tu n'es pas obligé de répondre à toutes les questions. Règle numéro 2, réagis avec ta tête pour limiter les émotions instinctives automatiques. Dans la vie de tous les jours, n'hésitez pas à choisir plus souvent le mode pensée. Une des raisons nous poussant à nous emporter, à être tristes ou à prendre mal les choses réside justement dans le fait que nous écoutons l'autre à travers nos émotions directement. Essayez autant que possible, lorsque vous sentez que vous en avez besoin, de penser à vous mettre dans le mode pensée et de ne pas interagir uniquement à partir de vos émotions. Sinon, vous risquez de vous emporter dès que quelque chose est susceptible de vous blesser. Je vais vous donner un exemple qui m'est venu. Quelqu'un vous parle de manière un peu agressive avec un discours sans fond. Au lieu de réagir émotionnellement en lui reprochant d'être agressive et en vous emportant vous-même, vous pouvez vous entraîner à adopter l'attitude la plus neutre possible et à réellement ne répondre qu'aux arguments. Parfois, notamment sur Internet, je trouve que les gens répondent de manière assez agressive, presque méchante. Pour éviter de tout mal prendre ou de m'énerver, j'essaie de plus en plus, même si c'est encore difficile, de me conditionner et de me dire « je me mets en mode argument logique et c'est tout, je mets de côté les émotions ». Je prends les arguments, j'y réponds en faisant abstraction totale du ton employé et moi-même je n'emploie pas de ton spécifique. C'est pas juste dans mon attitude que j'essaie d'être neutre, mais aussi dans mon état interne. Je me conditionne pour que mes émotions se mettent en mode rationnel aussi et ne s'emballent pas. Bon, évidemment, ça c'est valable en dessous d'une certaine limite. Je parlais d'un ton un peu agressif, modéré ou écrasant, mais pas insultant non plus, sinon il n'y a pas de raison de tout accepter non plus. Vous mettre en mode pensée vous détachera sans doute pas de toutes vos émotions, on est d'accord, mais je pense que ça peut beaucoup aider juste d'y penser et de vous dire « je me mets en mode pensée ». Plus on se mettra dans ce mode-là, pensée, argument, A plus B égale machin, raison, analyse, plus on arrivera à se détacher d'émotions qu'on ne veut pas forcément ressentir ou de réactions émotionnelles instinctives. Allez, juste pour le plaisir et pour finir cette vidéo, je vous livre la métaphore à laquelle j'ai pensé, qui est une métaphore qui me plaît beaucoup. Pour moi, la relation entre la pensée et les émotions pourrait, dans une certaine mesure au moins, être comparée à la notion de muscle antagoniste, beaucoup utilisé en musculation. Des muscles antagonistes, ce sont 2 muscles qui fonctionnent par opposition. Quand on en contracte un, l'autre s'étire et vice-versa. Ils ont des rôles opposés. Par exemple, les muscles quadriceps, donc c'est les muscles dans les cuisses, sont les antagonistes des muscles ischio-jambiers, c'est-à-dire les muscles à l'arrière des cuisses. Les premiers servent à l'extension, les seconds à la flexion du genou. Si l'un est trop contracté par rapport à l'autre, ça peut provoquer des douleurs au genou. Vous ne pourrez donc pas travailler les 2 en même temps, sauf en choisissant un exercice qui associe plusieurs mouvements. Chaque muscle devra être travaillé séparément et le fait d'être concentré sur les quadriceps, par exemple, vous fera automatiquement mettre de côté les ischios, parce que quand les quadriceps seront contractés, les ischios seront étirés. Donc là, pour l'exercice que j'ai évoqué juste avant, on pourrait imaginer les émotions comme les antagonistes de la pensée. On a besoin des 2 de manière équilibrée.
Vous pousser à vous mettre en mode pensée reviendrait à faire une séance de musculation focalisée sur un des antagonistes. Pendant que vous musclerez entre guillemets votre pensée, vous pourrez enfin relâcher un peu vos émotions. Automatiquement, ça va les désengager en partie. Donc évidemment, dans toutes les situations, on aura forcément une action de la pensée et une action de l'émotion. Mais j'aime beaucoup cette image parce qu'elle correspond vraiment à mes sensations quand moi j'essaye de faire l'exercice que je vous ai mentionné. Plus je me connecte vraiment au mode pensée, en essayant de me focaliser uniquement sur les raisons, les arguments, la logique, plus j'arrive à être sereine avec les émotions et à ne pas laisser les émotions négatives me gagner. Au lieu de m'énerver contre un ami qui aurait un comportement qui ne me conviendrait pas pour X raison et de m'emporter, j'en reste donc au stade, bon, ok, il se comporte comme ceci, comme cela, donc je ne peux pas attendre ceci ou cela, ok, je fais le constat, je m'arrête là et tant pis. Et j'essaye de ne pas basculer dans le mode émotionnel comme à mon habitude. N'hésitez pas à essayer et à m'en dire des nouvelles. Je voudrais apporter une dernière précision pour terminer cette vidéo. Le but n'est pas de ne plus rien ressentir, évidemment. L'objectif, c'est surtout d'être capable de ramener de la pensée pour réguler certaines émotions, ne pas être sous l'emprise d'émotions négatives, éviter de ressentir trop fortement des émotions que vous ne voulez pas ressentir. Au quotidien, vous pouvez à la fois penser et ressentir à tout moment et réajuster un peu le ratio pensée-émotion. Par exemple, quand je suis devant un film, parfois je me mets en mode analyse, parfois je reste en mode ressenti. Et pareil dans le quotidien en général, parfois je me laisse juste ressentir les choses et parfois je me concentre au maximum sur l'analyse des situations pour bloquer les ressentis négatifs. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis ou à partager vos réflexions sur le sujet. Et je vous dis à la prochaine au pays de la pensée extravertie.